27. Là, on a l'enregistrement qui vient de se lancer, donc c'est top. Et donc un webinaire dans lequel nous croiserons les regards et on fera un dialogue entre élus, représentants de ONG et experts. Et j'ai le plaisir ce soir du coup d'animer ce webinaire avec Chloé Sagasp, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, évidemment militante écologiste et vice-présidente de la commission environnement au Conseil de Paris. Donc Chloé, à toi pour introduire. Merci Clovis. Donc, je suis ravie d'animer ce webinaire dédié aux questions climat et on va débriefer de la COP avec toi qui est responsable des jeunes écologistes. Puisque année après année, on a un peu l'impression, d'un point de vue extérieur en tout cas, que les COP s'enchaînent, se suivent et se ressemblent, j'ai envie de dire, et que se succèdent souvent les promesses non tenues, des objectifs un peu trop ambitieux et des financements insuffisants. Et donc, cette COP, elle vient de s'achever sur un accord qu'on a qualifié d'historique, en tout cas avec une avancée inédite en matière de justice climatique sur l'aide aux pays les plus pauvres. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Mais le texte final manque, selon beaucoup d'experts et d'expertes et d'experts, cruellement d'ambition climatique, puisqu'il semble en effet plus s'attaquer, on va dire, aux conséquences plutôt qu'aux causes réelles du dérèglement climatique. Et cette COP, elle se solde malheureusement une nouvelle fois sur un échec, celui de la sortie des énergies fossiles. Et d'ailleurs, dès le lancement de cette COP27, le secrétaire général de l'ONU lui-même avait d'ailleurs donné le ton, puisqu'il a dit que nous sommes sur une route vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur. Et il a d'ailleurs conclu cette COP en regrettant le fait que nous devons drastiquement, effectivement, réduire les émissions, et ce dès maintenant, mais que c'est malheureusement une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, puisqu'effectivement, l'objectif des 1,5 degrés a été une nouvelle fois réaffirmé dans l'accord, mais on le sait, les engagements des pays signataires, en tout cas en l'état, et si tant est qu'ils soient tenus, ce qui n'est pas forcément le cas, ne permettent pas de tenir cet objectif. Et au rythme actuel, dans le pire scénario climatique qui soit, on va tout droit sur une trajectoire catastrophique qui serait à plus 2,8 degrés. Donc cette COP, elle vient de s'achever avec du retard sur le calendrier prévu, mais visiblement c'est souvent le cas aux COP, et je pense que nos invités pourront le confirmer. On dit d'ailleurs que c'est l'une des plus longues de l'histoire. Alors est-ce que c'est vrai ou non? On pourra peut-être y revenir. Et donc on a souhaité débriefer un peu à chaud, comme on l'avait fait d'ailleurs la veille du triste anniversaire des 5 ans de la COP 21, pour tenter un peu d'en tirer un bilan non exhaustif. On va aussi s'interroger sur le choix très controversé de l'Égypte comme pays d'accueil pour cette conférence, puisqu'on peut se demander comment on peut tenir une conférence internationale sur le climat dans un pays qui bafoue les droits humains. Et donc, pour décrypter et un peu mieux comprendre les enjeux clés de cette COP27, on va donc un peu croiser les regards en faisant dialoguer, comme tu l'as dit, Clovis, à la fois des élus, des ONG et des experts qui ont suivi les négociations climatiques, soit depuis la France, soit depuis l'Égypte. Et donc, un grand merci à nos invités qui ont accepté d'être parmi nous ce soir et qu'on est ravis d'accueillir pour en débattre. Donc, on accueille Frédéric Roder, qui est vice-présidente de Global Citizen, qui est un mouvement de citoyens engagés pour défendre la planète et mettre fin à l'extrême pauvreté. On accueille Maxime Combe, qui est économiste, expert des politiques de négociation climatique, mais aussi Hélène Lagoutte, qui est déléguée des Global Greens à la COP27, et aussi Ronan Dantec, qui est sénateur écologiste. Et donc, avant de donner la parole à nos invités, je vais repasser la parole à Clovis, qui va vous expliquer un peu le fonctionnement et notamment comment vous pourrez poser vos questions, puisque vous pourrez interagir à la fin de la conférence. Oui, bah voilà, c'est juste un petit temps pour vous dire que du coup, on va laisser la parole dans un premier temps à nos quatre invités. Ensuite, il y a Emeline Joigny, qui est du coup de la commission énergie d'Europe Écologie Les Verts, qui posera aussi quelques petites questions à nos invités. Vous allez voir, ce sera un petit temps un peu plus sympa. Et à la fin, vous pourrez toutes et tous poser vos questions du coup aux intervenants. Normalement, vous avez un chat du coup sur le Zoom. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence. Et nous, ensuite, on en sélectionnera. On essaiera de prendre un maximum de questions avec le temps qui nous reste. Voilà, je ne sais pas si le live est lancé, mais s'il y a des personnes qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire et on essaiera d'en prendre un maximum. Et voilà, donc je repasse la parole à Chloé pour lancer ce premier temps de discussion. Ouais, merci Clovis. Écoute, on va commencer par toi, Maxime, parce que même si tu n'étais pas présent cette année, effectivement, à la COP, on le sait, tu es plutôt un habitué des COP. D'ailleurs, tu suis avec attention chaque fois les négociations climatiques depuis des années maintenant. Et on t'avait d'ailleurs accueilli à la nuit du climat qu'on avait monté pour faire le bilan 5 ans après de la COP 21. Alors déjà, tu peux nous expliquer les bases pour commencer. C'est quoi une COP? À quoi ça sert? Souvent, on a tendance un peu à remettre en cause l'utilité de ces grandes messes médiatiques.
Tu as d'ailleurs récemment écrit 2 billets à ce sujet. Donc, un premier où tu dis qu'attendre de la COP27 sur le climat qu'elle résolve en gros ce que les COP26 précédentes n'ont pas pu empêcher, ça serait de la folie. Mais qu'en même temps, condamner les COP, ça nous mènerait nulle part. Et dans ton dernier billet, tu as très bien dit qu'aujourd'hui, il fallait préférer la lucidité à la résignation. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que tu entends par là et quel regard tu portes du coup sur cette COP? Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, les COP, c'est peut-être, pour utiliser un terme qu'on a déjà beaucoup utilisé, sans doute le pire des systèmes internationaux qu'on a pour faire face à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'exclusion de tous les autres, ou en tout cas à l'exclusion de tous ceux qu'on n'a pas encore inventés qui pourraient être meilleurs, mais personne ne sait mieux faire. Donc c'est un cadre onusien, c'est le cadre de l'ONU, qui est le seul cadre réellement démocratique, ou en tout cas tous les États on voit au chapitre, et c'est très important, et on va le voir par la suite. Et par ailleurs, la Charte des Nations Unies, ce n'est pas simplement nous les États, c'est nous, peuples de la planète. Et donc, du coup, d'une certaine manière, c'est quand même une instance qui permet à la société civile, qui permet aux citoyens organisés le plus souvent d'être quand même partie prenante de ces espaces de négociation. Donc, on pourra y revenir, mais vu le contexte général actuel, le contexte géopolitique, le fait que le monde, que la géopolitique mondiale est en train de profondément se transformer et d'une certaine façon, il y a une dislocation d'un certain nombre de réalités géopolitiques. Tout cela me conduit, moi, plutôt à essayer de faire la distinction entre ce que sont les COP, c'est-à-dire des outils au pouvoir limité, et ce que sont les États qui composent la COP, les États qui font partie prenante de la COP. Une précision aussi, parce que souvent c'est assez mal compris, au sein des COP, seuls les États négocient. Toute une série d'acteurs de la société civile, il y en a 9 composantes, les collectivités locales, les ONG, le business, les femmes, les indigènes, les jeunes en tant que tels, sont partie prenante de cet espace-là, peuvent y participer, mais la négociation proprement dite, elle se limite aux États. Effectivement, j'avais dit avant le début de la COP que à attendre de la COP 27 qu'elle résolve ce que les 26 COP précédentes n'ont pu résoudre ou n'ont pu empêcher, relever sans doute soit de la mauvaise foi, soit un peu de la folie au sens, bon bref, peu importe, et que ceci ne devait pas nous amener à condamner les COP, parce que, en fait, si les COP ne sont pas allés plus loin, c'est essentiellement parce que les États qui la composent ont refusé de se donner mandat pour aller plus loin, ou ont refusé de transformer, par exemple, de fond en comble leurs politiques économiques. Donc, du coup, ce que je vous propose comme point d'introduction, et pour essayer de faire un peu synthétique, rapide et sans empiéter sur mes collègues qui vont, camarades et autres intervenants qui vont intervenir après, vous faire un bilan de la COP27 en 4 points. Le premier point, et je pense que c'est absolument essentiel, c'est que les COP, aujourd'hui, restent indispensables pour que les pays pauvres et vulnérables aient voix au chapitre. Et on en a la démonstration avec la création donc, de ce nouveau fonds. Alors, c'est un accord de principe, il y a toutes les modalités qui doivent être précisées, ce sera certainement dit après moi, mais c'est absolument très important. La COP27 était présentée comme une COP de transition, même certains experts disaient qu'ils rêvaient qu'il ne s'y passe rien et qu'il n'y ait pas de recul majeur. Eh bien, en fait, la COP27, cela faisait 30 ans que les pays pauvres, les pays vulnérables exigeaient un dispositif de ce type, et c'est la COP27 qui l'a fait. Et la COP27 l'a fait parce qu'il y a un rapport de force qui s'est constitué depuis 30 ans, renforcé avec l'accord de Paris et les COP suivantes, qui ont fait qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'autre solution pour les pays du Nord, pour l'Union européenne, pour les pays récalcitrants, notamment les États-Unis, que d'accepter cela à ce moment-là. Et donc, du coup, ça s'est permis parce que la COP regroupe l'ensemble des pays de la planète, et que s'il n'y avait pas eu ces négociations internationales, eh bien, certainement que ça n'aurait pas existé. Donc, je passe vite parce que ça va certainement revenir plus tard dans les interventions. Deuxième point, et qui est, je pense, enfin, mes points 2 et 3 sont en rapport, y compris avec, à ce que tu disais, Chloé, que la COP n'avait finalement pas réussi à, résorber l'écart qui peut exister en fait entre les propositions qu'on a sur la table aujourd'hui en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et ce qu'il faudrait qu'il y ait sur la table, donc la différence entre les 2,5 degrés, 2,8 degrés ou 3 degrés et l'objectif d'1,5 degré. C'est tout à fait exact, mais ce n'est pas une surprise en fait.
C'est même le résultat de l'accord de Paris et de son application. Il n'a pas été prévu par les États que lorsqu'il y a un écart entre ce qu'ils proposent en termes de politique climatique et les objectifs qu'ils se sont donnés à la COP 21 à travers l'accord de Paris, ils n'ont pas prévu que la COP serve finalement à se partager les efforts supplémentaires pour résorber cet écart entre ce que moi j'appelle le souhaitable et le réel. Ce n'est pas prévu par l'accord de Paris. L'accord de Paris a construit les politiques climatiques sur l'idée que nous aurions aujourd'hui la possibilité de nous appuyer uniquement sur des engagements volontaires et d'une certaine façon non contraignants que les États décident au niveau national. Et quand la somme de ces engagements-là ne satisfait pas l'objectif global qu'on s'est donné, eh bien, il n'y a pas de mécanisme automatique pour résorber cet écart-là. Ce que les architectes de l'accord de Paris nous ont vendu comme idée, c'était cette idée d'avoir une sorte de course-poursuite entre l'ensemble des États, où chaque fois qu'il y en a un qui proposerait un petit peu mieux, ben, l'autre suivrait, et ainsi de suite, nous aurions finalement une sorte, et c'est le terme qui avait été utilisé, une prophétie autoréalisatrice, où de fil en aiguille, les États allaient secourir les uns après les autres pour finalement arriver à contenir le réchauffement climatique entre 1,5 degré ou 2 degrés. Eh bien, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Ça, c'était de mon point de vue une vision relativement naïve de la géopolitique mondiale. Les enjeux climatiques passent souvent derrière des enjeux géopolitiques, économiques ou voire militaires autres. Et donc, on insiste plutôt qu'une course-poursuite les uns derrière les autres à une course de lenteur. Et donc, du coup, c'est à celui qui finalement va annoncer sa petite mesure supplémentaire au dernier moment, quand il ne pourra plus faire autrement parce qu'il sera poussé dans les coins du ring et que donc, du coup, il faudra bien qu'il annonce quelque chose. Et donc, du coup, c'est bien cela qu'il faut avoir en tête et se rendre compte. C'est ce système-là qu'on a mis en place avec l'accord de Paris. Et donc, du coup, voir aujourd'hui, moi, les gens nous annoncer c'est une catastrophe, la COP27 ne permet pas une amélioration de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et que les mêmes nous ont décrit l'accord de Paris comme étant l'accord du siècle qui allait nous sauver. Non, soyons sérieux. L'accord de Paris n'a pas permis que nous ayons un mécanisme qui nous ramène collectivement nécessairement vers 1,5 degré ou 2 degrés. Et la COP27, du coup, ben, on paie les fruits, on paie les conséquences de cela. Et n'empêche, on va avoir dans les années à venir, parce qu'il y a cette idée d'un ring où les États se cachent un petit peu, mais au bout d'un moment, quand ils sont dans le coin et qu'ils sont obligés d'amener des nouvelles politiques, eh bien, nous allons avoir une amélioration des politiques climatiques nationales. Mais ça, ce n'est pas la conséquence du fait que les COP sont problématiques en soi. C'est la conséquence du fait que l'accord de Paris ne permet pas d'aller plus vite et que les politiques nationales ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, du coup, la question, ce n'est pas de savoir si on enterre 1,5 degré, 2 degrés ou si on enterre les COP. La question, c'est comment on fait dans chaque pays, dans chaque territoire, face à chaque entreprise, pour enterrer les décisions politiques et économiques qui ne sont pas compatibles avec 1,5 degré et 2 degrés. Et donc ça me permet absolument clé pour, du coup, décaler le discours, décaler la façon dont on discute et ne pas avoir un discours qui, à mon avis, est relativement inutile, surtout au lendemain de la COP27, sur l'utilité ou pas des COP. Allez voir dans les pays à OSIS, les petites îles, les pays pauvres, les pays vulnérables aujourd'hui, et allez leur expliquer que les COP ne servent à rien. Sans les COP, ils n'avaient pas le dispositif initial. Mon troisième point, c'est d'expliquer que les COP ne sont pas armés pour organiser la sortie des énergies fossiles. Alors je sais, c'est quelque chose que nous portons depuis longtemps, et moi le premier, je pense que j'étais un des premiers en France il y a très longtemps, et je me suis fait attaquer par beaucoup d'ONG au départ, par beaucoup de militants écologistes, politiques ou autres, parce que dès 2008-2009, j'expliquais que je disais, mais c'est quand même incroyable, on est en train de négocier sur le changement climatique et on négocie jamais des énergies fossiles qui sont 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, porter cette question est absolument essentiel parce que ça permet dans le débat public de ne pas simplement se limiter à ce qui sort en bout de cheminée, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, mais regarder finalement les soubassements énergétiques, les soubassements matériels de notre économie mondiale, de nos économies nationales. Et donc, pointer l'enjeu de la sortie des énergies fossiles, c'est intéressant. Et puis, essayer de la porter au sein de la COP, eh bien, ça attise des contradictions et ça va produire ses effets. Mais si vous attendez que la COP26, que la COP27, que la COP28 et sans doute jusqu'à la COP30, la COP35 même peut-être, organise la fin des énergies fossiles,
eh bien, je peux vous annoncer que vous serez déçus jusqu'à la COP 35, voire plus, peut-être la COP 40. Ce ne seront pas les COP qui organiseront la sortie des énergies fossiles. Elles ne sont pas armées pour cela, elles ne permettront pas cela, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas continuer à porter cette exigence au sein des COP, parce qu'on voit bien les enjeux que cela porte. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se passer. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie au printemps 2021, les déclarations régulières du secrétaire général de l'ONU sur le nécessaire fin des énergies fossiles, le lancement, on y reviendra si vous le voulez, à la COP26 de l'Alliance Beyond Oil and Gas, la BOGA Alliance, est une bonne chose. Le fait que des ONG portent un traité de non-prolifération sur les énergies fossiles, tout cela peut nous permettre d'avancer. La victoire que nous sommes en train de construire, par ailleurs, et là c'est à l'extérieur de la COP sur le traité sur la charte de l'énergie, montre que nous pouvons progresser sur ces questions-là, mais pas nécessairement au sein des COP. En tout cas, c'est de notre avis. Et vous avez dans le texte que j'ai publié aujourd'hui un renvoi vers une note écrite l'année dernière où on expliquait quelles pouvaient être les pistes de travail pour avancer sur la sortie des énergies fossiles. Quatrième point, et je pense que c'est un enjeu majeur qu'il va falloir porter de manière un peu plus systématique dans les mois et les années à venir, c'est que les COP, leur mandat, leur cadrage, leur façon d'organiser le débat public sur le climat laisse complètement de côté toutes les questions qui ont trait à l'organisation mondiale de l'économie, finalement à toutes les règles et institutions de la mondialisation. On a publié avec quelques amis une tribune dans Le Monde jeudi ou vendredi dernier qui explique cela. Vous aurez plus de détails dedans. Ça vient de très très loin, c'est pas nouveau, mais en gros, les COP ont interdiction de prendre des mesures qui remettraient en cause les règles et principes qui organisent le commerce mondial. Et donc, du coup, dès lors qu'on ne peut pas prendre des décisions qui reviennent à changer les principes, l'organisation, la nature de cette mondialisation, qui ne permettent pas de réguler les activités des entreprises, eh bien, clairement, résoudre la crise climatique devient plus compliqué. Et la COP d'elle-même ne permettra pas de faire cela. La COP ne va pas devenir l'instance internationale de régulation de la mondialisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent, et je finis là-dessus, et qu'on est complètement démunis sur cette question-là. De mon point de vue, moins qu'attendre de la COP qu'elle régule la mondialisation en tenant compte de l'impératif climatique, je pense qu'il vaut mieux batailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter cette question au sein de la COP, mais qu'il vaut mieux essayer de regarder comment on peut essayer de travailler à la climatisation, pour le dire comme cela, de l'ensemble des institutions financières internationales que peuvent être la Banque mondiale, le FMI, les banques de développement, les banques régionales et l'ensemble des institutions régionales ou nationales. Quand je dis régionales, c'est européennes, nationales existantes. Et de ce point de vue, on a trois brèches qui sont en train de s'ouvrir. La première, c'est qu'il commence à avoir un tout début de négociation, alors un peu dans la COP, un peu à l'extérieur, sur justement l'avenir des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le FMI et les banques de développement pour mettre sur la table les milliers de milliards de dollars ou d'euros qui sont nécessaires pour la transition énergétique de l'ensemble des pays de la planète, pour le dire vite. La seconde brèche, c'est clairement la bataille contre le traité sur la charte de l'énergie. On est en train de gagner. C'est la première fois que des règles qui sont nées avec la mondialisation sont reconnues comme antinomiques avec la lutte contre le changement climatique, et la première fois qu'on va démontrer par le fait de gagner cette bataille-là politique et citoyenne que c'est un vrai souci et donc que c'est un vrai enjeu. Et donc c'est une brèche notable dans le pare-feu qui pouvait exister entre d'un côté les institutions de la mondialisation et de l'autre côté les institutions liées au climat, les négociations climatiques. Et l'enjeu maintenant, c'est qu'il faut s'engouffrer dans cette brèche, il ne faut plus lâcher le morceau et il faut y aller à fond. Il faut empêcher à chaque fois et faire en sorte d'infléchir les règles et les institutions de cette mondialisation pour les rénover ou les remettre à plat, ou vous utiliserez le terme qui vous conviendra, au nom de l'impératif climatique. La troisième brèche, et je finis là-dessus, et on va retoucher la question géopolitique et un peu mondiale, excusez-moi, je fais trop long, je crois, c'est que plus personne, à l'échelle mondiale, ne semble respecter les règles les plus élémentaires de l'Organisation mondiale du commerce.
C'est le cas de Joe Biden, c'est le cas d'une manière générale. Et la question aujourd'hui qui est posée à l'Union européenne, c'est pour ça que je voulais vous dire ça, c'est de savoir, est-ce que l'Union européenne va continuer à défendre becs et ongles les règles de l'OMC comme un avenir indépassable, ou alors est-ce qu'elle va s'emparer à l'aune de la bataille qui vient d'être menée sur le traité sur la charte de l'énergie, à l'aune de ce qui est en train de se passer dans l'Organisation mondiale du commerce, de s'emparer pleinement de ces enjeux pour se faire le fer de lance d'une rénovation complète des règles internationales du commerce et de l'investissement. Et là aussi, je pense que les écologistes en général, les gens qui bataillent sur le changement climatique d'une manière encore plus générale, doivent s'emparer de cette question pour progresser dans les mois et les années à venir dans la bataille sur le climat. Et donc, toute une série de ces questions que je viens de poser, elles se joueront pour partie dans la COP, pour partie dans les échéances à venir, mais aussi beaucoup à l'extérieur. Et plutôt qu'opposer ces enjeux-là et les différents espaces, il faut les articuler. Merci et excusez-moi d'avoir été trop long. Merci beaucoup, Maxime. Bah oui, le timing est un peu dépassé, mais pas de souci. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc, on se laisse aussi un peu de temps pour pouvoir bien échanger sur le sujet. Donc, merci d'avoir rappelé en 4 points un peu et d'avoir rappelé à quel point il fallait avoir un regard un peu dépassionné sur ces COP. C'est vraiment intéressant. Du coup, ça nous permet de rebondir avec notre deuxième intervenant, du coup, qui est Ronan Dantec. Donc, je rappelle, toi, Ronan, tu es sénateur. Donc, c'est intéressant, après un regard d'économiste, d'avoir un regard d'élu. Je crois que tu souhaites également revenir un peu sur les enjeux de cette COP et également sur le fait que, en fait, selon toi, elle marque la fin d'une époque et aussi l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations dans ces COP. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire exactement pour toi? Tu dis aussi qu'il y a une dimension géopolitique importante, plus forte que dans les COP précédentes, donc si tu veux y revenir. Et Maxime en parlait également un peu de l'échec de cette COP sur les énergies fossiles. On n'a toujours pas la signature d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles qui est réclamé par beaucoup d'États, notamment des États insulaires. Et on a d'autres États, comme le disait Maxime, qui refusent de négocier et d'agir sur leur mix énergétique interne. Si tu souhaites revenir là-dessus, et peut-être, est-ce que pour toi, ça pourrait avoir un lien avec, on l'a dit beaucoup, la surreprésentation des lobbies qui étaient sur place. D'après des estimations, il y en aurait eu plus de 600 sur place contre 400 à la dernière COP. Donc voilà, c'est à toi, Ronan. Oui, merci de m'avoir invité. Peut-être pour compléter quand même la présentation. J'étais pendant presque 15 ans le porte-parole climat de l'Organisation mondiale des collectivités dans les COP. Donc, c'est aussi ce qui me fait apprécier ce qui se passe par rapport aux COP précédentes, parce que j'ai commencé il y a en 2008 à les suivre. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'a dit Maxime, comme d'habitude, sur le fait que la COP, c'est un peu le pire système à l'exclusion de tous les autres, mais on pourrait dire à peu près la même chose de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était le seul type d'accord possible après l'échec de Copenhague. C'est-à-dire, c'est un accord volontaire, effectivement, un peu d'autoréalisation, mais pas seulement, parce qu'il y avait un refus évident, complet d'un certain nombre de grands émergents d'aller sur autre chose, notamment la Chine, d'aller sur autre chose, et les États-Unis n'étaient pas loin derrière, sur autre chose que cette idée un peu simple que chacun met sur la table ce qu'il pense pouvoir faire, et à la fin, par dynamique, ça doit permettre d'avancer. Donc, cette COP n'était pas la COP de la dernière chance, c'est une COP effectivement intermédiaire avec des rendez-vous importants sur toutes les COP suivantes. Le Global Stocktake l'année prochaine à Dubaï, qui devrait analyser ce qu'on fait concrètement les uns et les autres depuis l'accord de Paris. La révision des engagements financiers, ça sera l'année encore d'après, et on aura au Brésil une COP qui s'intéressera probablement beaucoup à la forêt, pas qu'amazonienne, un peu sur l'idée de reconquête des capacités de stockage du carbone. COP donc plutôt intermédiaire, organisée dans un pays, l'Égypte, qui n'est pas un pays totalement démocratique et sous influence des pétromonarchies, ok, mais c'est le principe même de la COP, ça va partout. Ou sinon, on fait une bulle entre quelques États, les activistes du climat, les villes qui ont envie d'avancer, le lobby des énergies renouvelables, et on sort de super déclarations, mais ça n'a strictement aucun impact. Donc, par définition, dans l'ONU, on va là où les gens sont candidats. C'était le tour de l'Afrique, l'Égypte était candidate, l'Égypte a eu la COP.
Ça ne sert à rien de se lamenter, c'est le système onusien. À partir de là, effectivement, on ne pouvait rien attendre sur le fossile. Et pour répondre à ta question en disant qu'il y avait plein de lobbyistes, moi j'ai tendance à dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle, parce que s'ils n'étaient pas venus, ça voulait dire qu'ils n'avaient aucune inquiétude. S'ils viennent, c'est que finalement, il commence à y avoir quand même un peu un enjeu pour eux. Et si vous lisez le dernier rapport annuel Climate Change sur l'état de l'action, vous le trouverez sur le site de Climate Change, même le pétrole est en train de plafonner en termes de consommation, et le peak oil que notre ami Yves Cochet voyait comme un pic sur finalement l'offre, le peak oil sera certainement un pic sur la demande. Et on voit des pays qui ont amorcé plutôt leur passage à la mobilité électrique, je pense à des pays comme la Norvège par exemple, qui arrivent au bout de 6-7 ans à des moins 15% d'émissions de CO2 liées à la mobilité automobile. Donc, il y a une vraie inquiétude du secteur pétrolier sur une demande qui commence à baisser dans un nombre significatif de pays, et ça devrait se poursuivre. Donc, à partir de là, cette COP, elle dit quoi? D'abord, effectivement, Maxime l'a dit, il y a cette nouvelle sur le fait qu'il y a un accord sur le loss and damage, sur les pertes et préjudices. C'était demandé depuis très très longtemps, ça ne semblait pas pouvoir sortir là. L'Europe avait dit non au début, les États-Unis aussi, et puis les portes claquent, et soudain, accord, qui a effectivement ravi tous ceux qui se battent depuis longtemps. Alors, je ne voudrais pas doucher les enthousiasmes, je voudrais garder l'idée que c'est un accord un peu historique, mais peut-être pas pour les raisons qu'ont souligné ceux qui l'ont poussé. Je soutiens évidemment tous ceux qui l'ont poussé. Ce qui est peut-être historique dans cet accord, c'est que là, très clairement, les Européens ont dit OK pour un fonds pertes et préjudices, mais les Chinois devront payer. Puisque les Européens, dans leur proposition, parce que c'est un peu eux qui ont débloqué avec un amendement sur ce texte, ont mis le loss and damage sous l'accord de Paris et pas sous la Convention. Alors, dans le texte final, c'est Convention et accord de Paris. Ça, c'est vraiment la capacité de trouver des consensus flous. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens ont lancé à Sharm el-Sheikh, c'est peut-être historique, la sortie de l'annexe 1 de la Convention de Rio. C'est quoi l'annexe 1 de la Convention de Rio? Rio, donc le lancement de la Convention climat, c'est de dire il y a des pays qui historiquement ont beaucoup émis de gaz à effet de serre, qui ont donc pollué la planète, qui sont responsables des dégâts et qui doivent payer. Et donc, dans les annexes 1, globalement, le pays de l'OCDE, c'est les vieux pays industrialisés. Ça, c'était il y a 30 ans. Et ça a donné, par exemple, le fameux fonds climat de Copenhague, les 100 milliards promis après le dîner chez la reine, c'est encore la logique de la Convention, sachant que les États-Unis n'ont pas respecté la promesse de Copenhague. La France, oui, mais pas les États-Unis. Et on était resté là-dessus. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Les classes moyennes chinoises, même en intégrant les importations vers l'Europe, les classes moyennes chinoises émettent par habitant plus de CO2 que les classes moyennes européennes. La Chine, il y a un excellent graphe dans l'IB aujourd'hui, c'est 14% des émissions mondiales cumulées historiques. L'Asie du Sud-Est, hors Chine, c'est 14% autres, ça fait 28. 28, c'est aussi les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que cette COP dit on ne peut pas rester sur la lecture du monde qui était la lecture du monde de 92. Il faut aujourd'hui un partage différent de l'effort. Ça fait du bruit, hein. Les Chinois sont évidemment farouchement opposés à l'idée et que donc le loss and damage, il faut peut-être plus le voir aujourd'hui dans la position des Européens comme un levier pour sortir du cadre de la Convention de 92 que comme un flux financier avec des dizaines ou des centaines de milliards pour les pays les plus vulnérables. Je pense que l'année prochaine va être extrêmement tendue sur les négociations. Mais c'est aussi un passage obligé si on veut aller vers la stabilisation du climat.
On ne peut pas stabiliser le climat si les grands émergents développés, et je fais une vraie différence entre l'Inde et la Chine. L'Inde, c'est 3% des émissions mondiales cumulées, c'est que dalle, c'est un pays encore qui émet très peu par habitant, avec la Chine et d'autres grands émergents dans le monde. Donc là, la COP, en termes géopolitiques, elle bouge les équilibres. Qu'est-ce que ça donnera derrière? Est-ce que ça va tout bloquer? Est-ce que ça va permettre d'avancer? Moi, je suis incapable de le dire à ce stade, mais je pense qu'avec cette COP, on rentre dans un cadre de négociation qui a changé. Dans ce cadre-là, et pour faire tout à fait écho à ce qu'a dit Maxime sur sa conclusion en disant derrière, si on veut tenir les engagements, il faut revoir toutes les stratégies des banques de développement, tout ce qui est mondialisation, OMC. Je crois qu'on est effectivement dans ce moment-là. Les Européens disent autre chose, et effectivement, les avis que délivreront l'OMC dans quelques mois seront assez essentiels et leur analyse nous donnera beaucoup d'indications. L'Europe dit, à partir du moment où nous, on prend un engagement de réduction massive de nos émissions pour 2030, avec le Fit for 55, donc moins 55% en 2030, moins 57% a dit Timmermans à la COP, cet engagement-là de l'Europe lui permet de justifier la taxe carbone aux frontières, donc une mondialisation régulée aussi par le carbone. Là, je peux vous dire que les mêmes, la Chine, les États-Unis, sont furieusement opposés à cette idée d'une régulation de la mondialisation liée à l'impact carbone des uns et des autres sur leur production. Mais ça va être un des points absolument centraux des prochaines années. Et je pense qu'il n'était pas possible de rester dans le traité de l'énergie et de rentrer dans la logique de la taxation carbone aux frontières. Je pense qu'il y avait une telle contradiction entre les deux que les États européens s'en sont aperçus. Donc là, on a une dynamique différente. Deux autres points, pour ne pas être trop long non plus, qui me semblent essentiels sur la COP. La COP, c'est deux choses. C'est la négociation entre États, qui, à mon avis, cette année, à part le Lost and Damage, n'a pas obligatoirement intéressé autant la majeure partie des participants à la COP. Et puis, c'est l'espèce de grande foire commerciale de la COP qui permet d'économiser énormément de CO2, puisque ça fait des milliers de gens qui se voient au même endroit, qui font plein de réunions, au lieu de prendre l'avion tout le temps pour aller faire 12 réunions éclatées à 4 coins de la planète. Ça, c'est aussi de la provoque. Mais les dynamiques d'action sont quand même assez fortes. Elles sont fortes au niveau des collectivités. Je suis toujours là pour le rappeler. Elles sont fortes, y compris sur la convergence climat-biodiversité assez présente dans beaucoup d'événements de cette COP, et on sera dans 3 semaines à Montréal sur une COP biodiversité qui aura aussi une grande importance, et où on verra où en est la Chine, puisque c'est la Chine qui préside la COP biodiversité. Et là, on voit que l'action continue de se développer. Le monde du renouvelable est aussi très présent. Il y a le monde du fossile qui est là, mais le monde du renouvelable est là aussi. Donc, cette dynamique-là se renforce. Il y a de plus en plus d'actions sur le terrain qui sont la réduction concrète des émissions de gaz à effet de serre. Donc la COP, elle en est là. Moi, je pense qu'on va avoir des années très difficiles, très, très dures en termes de négociation, parce que là, on est maintenant dans le dur des flux financiers mondiaux et de la régulation mondiale, ce qu'a dit effectivement Maxime. Et à partir de là, moi, je trouve que ça en fait une COP assez intéressante, même si le monde ancien n'a pas disparu. Donc, wait and see, c'est insuffisant évidemment pour stabiliser le climat, mais je trouve que l'Europe a peut-être pris sur cette COP un leadership plus affirmé et en manipulant peut-être un peu la demande du lost and damage. Ça, c'est moins politiquement correct sur ce que sont les Européens, mais je pense qu'il y a ça derrière. Merci Ronan. Justement, tu as évoqué la question de loss and damage. Alors, tu n'as pas voulu doucher notre enthousiasme, mais c'est vrai que toutes les ONG, en tout cas, ont salué cette décision qu'on qualifie d'historique. Alors, est-ce que c'est historique ou pas? En tout cas, on sait que c'est un peu le serpent de mer des négociations climatiques depuis 30 ans. C'est réclamé par les pays les plus pauvres. Et donc, ça y est, enfin, on a acté, mais comme le disait Maxime, c'est plus un accord de principe, en tout cas, qui a été acté à cette COP, de lancer, ça y est, vraiment un fonds, la création d'un fonds pour les pertes et préjudices avec un mécanisme
mécanismes de financement et de solidarité internationale. Donc, c'est une avancée inédite pour la justice climatique, mais est-ce que c'est suffisant, sachant que normalement, on devrait attendre les modalités concrètes, donc si j'ai bien compris, qui seraient décidées à la prochaine COP, donc vont se poser un certain nombre de questions qu'il va falloir trancher, et comme tu l'as dit, Ronan, ça risque d'être chaud à ce niveau-là, notamment quel montant, quelle source de financement. Donc, justement, Frédéric, je me tourne vers toi pour savoir si tu peux nous expliquer déjà un peu en quoi ça consiste, c'est quoi perte et préjudice, loss and damage, comme on dit, parce que c'est des mots un peu qu'on entend beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce qu'on y met derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on a acté concrètement à cette COP et qu'est-ce qui va nous rester le plus dur, le reste à venir à la prochaine COP, notamment sur la mise en œuvre concrète de ce fonds. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Alors, nous aussi, on a salué les avancées en termes de pertes et dommages. Donc, comme tu le disais, c'était le serpent de mer. Je pense que beaucoup d'activistes et d'observateurs ne pensaient pas qu'on pourrait vraiment avancer sur cette question. Et notamment les derniers jours, il y a eu des mouvements intéressants qui, du coup, ont donné une décision sur cette question. Alors, une décision de principe, mais ça m'inquiète pas trop parce que c'est normal. Mais en effet, le vrai boulot commence maintenant. Il y a un processus qui a été dessiné avec des groupes de travail. Et l'idée, c'est que du coup, d'arriver à la COP28 dans un an, avec différents mécanismes de financement et tout ce qui va avec. Mais je pourrais revenir là-dessus, toutes les grandes questions qui restent ouvertes, et on en avait déjà parlé un peu. Alors, perte et dommages, perte et préjudice, de quoi est-ce qu'on parle? En gros, c'est les conséquences irréversibles du changement climatique et qui peuvent être causées, par exemple, par le changement climatique sur le long terme, le réchauffement, par exemple, des sécheresses répétées, mais aussi par des événements singuliers comme un ouragan, par exemple. Et tout le monde, je pense, a suivi ce qui s'est passé au Pakistan cette année. Et ça, je pense qu'en effet, ça a probablement aussi aidé à faire un peu évoluer cette question. Parce que les pertes et dommages étaient très importantes. Donc, plus de 1500 morts. Il y a eu 30 millions de déplacés, donc ça serait la moitié de la population française. Et aussi des pertes économiques et des dégâts qui se chiffrent dans les dizaines de milliards. Et donc, ça arrive à un pays comme le Pakistan qui n'est pas parmi les plus pauvres. Donc, on parle là de pertes économiques. Ça, c'est assez... voilà, il y a des estimations qui, bien évidemment, il y a une fourchette assez large. Mais on parle aussi de pertes non économiques. Donc, par exemple, quand une île disparaît et avec elle, il y a des populations qui sont déplacées, le risque de perte d'une culture, d'une langue, des choses comme ça. Et là, c'est bien évidemment beaucoup plus difficile à chiffrer le tout, à le définir clairement. Et je dirais que probablement une définition claire et surtout sur laquelle tout le monde pourra se mettre d'accord, c'est un des grands chantiers maintenant qui s'ouvre. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pertes et dommages, donc c'est un débat où, disons, la question a été posée par les petits pays insulaires depuis 91 et en fait est aussi inclus dans l'accord de Paris. Mais pour le moment, on n'avait pas du tout avancé là-dessus. Là, on a une vraie décision et, comme je disais, un processus. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette décision? C'est là qu'il y a eu beaucoup de mouvements les derniers jours. C'est que la décision, c'est de mettre en place différents mécanismes financiers et notamment aussi un fonds dédié à la question des pertes et dommages. Et je pense que c'est plutôt une bonne solution. Un fonds spécifique, c'est très bien parce qu'en effet, on parle de questions très spécifiques. On ne parle pas, voilà, c'est vraiment un autre aspect
des aspects, disons, climatiques. Mais en même temps, ça peut aussi être utile de ne pas miser tout sur une institution, mais de réfléchir à différents mécanismes financiers, notamment parce que monter tout un fonds qui n'existe pas encore, ça prend du temps. Et ben, comme on a vu au Pakistan, mais on le voit en fait tous les jours quand on ouvre le journal, c'est que c'est bien évidemment pressant de passer à la mise en œuvre. Alors, les grandes questions qui se posent maintenant, et Ronan en avait déjà un peu parlé, et en effet, tout ça avec comme toile de fond des tensions géopolitiques assez importantes, c'est que, donc déjà, définition claire des pertes et dommages, et j'ai envie de dire aussi de le différencier assez clairement, par exemple, de l'adaptation et des besoins. Par exemple, en termes d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de financement pour les deux, et surtout, ce qu'on voudrait éviter, c'est que les gouvernements pourront compter leur contribution en double. Donc, vraiment clairement distinguer ici donc, ces deux aspects et aussi les besoins qui vont avec, les chiffrer, bien évidemment. Après, il y a la question de qui pourra bénéficier de ces financements. Et là, il y a eu un moment pendant la COP une crainte. Alors, quand l'Union européenne a changé de position et en fait a fait une proposition concrète pour la mise en œuvre de ces mécanismes, il y a eu une crainte que ce que l'Union européenne avait en tête allait exclure le Pakistan ou des pays, donc en gros, émergents. Et qui ne pourront pas bénéficier de ces financements. Ça a été clarifié, mais il y a tout un travail technique à faire. Comment est-ce qu'on définit en fait vulnérabilité? Et bien évidemment, si on peut être tout à fait d'accord de venir en aide au Pakistan, il faut aussi voir que, bien évidemment, les besoins du Pakistan ou les moyens du Pakistan sont différents de celui, par exemple, du Mali ou d'une petite île dans le Pacifique. Donc, voilà, il faut une définition là et aussi réfléchir à quels sont en fait les outils les plus adaptés pour ces différentes catégories de pays. Est-ce que ce sont des subventions? Est-ce que c'est plutôt des mécanismes de marché? Et aussi, il y a tout cet aspect de qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour déjà avoir des mécanismes en place dès qu'il y a, par exemple, de nouvelles catastrophes naturelles. Donc là, on parle plutôt d'assurance, par exemple. Donc, il y a de ce travail technique. Et après, là, du coup, on est plein dans le politique, c'est que qui va contribuer? Donc, est-ce que la Chine va contribuer ou pas? Je pense que là, elle est bien sous pression, mais c'est sûr que les discussions vont continuer jusqu'à l'année prochaine. Et je finirai peut-être avec, peut-être pour nous, en tant qu'ONG, la plus grande question, c'est les financements. Parce que oui, on peut mettre en place des mécanismes, il faut le faire d'alerte précoce, d'assurance, etc. Mais en fin de compte, il faudra des milliards de financements. Et ça a aussi été déjà évoqué, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'il faut beaucoup de financement pour les pertes et dommages. Et en même temps, on a ce problème que la promesse des 100 milliards qui existe depuis Copenhague, depuis 2009, depuis 13 ans, n'a toujours pas été honorée par les pays riches. Donc, ça met en fait en question, en doute toute la crédibilité de toute nouvelle promesse financière. Surtout, ce qu'il faut aussi éviter, comme je disais déjà, on rentre dans soit dans une sorte de compétition ou des jeux des réécritures comptables pour, par exemple, compter certaines contributions de fois, etc. Là, ce qui est plutôt rassurant, mais bon, comme je disais, le travail vraiment commence maintenant et c'est quelque chose où il faudra être extrêmement vigilant dans les mois et les années à venir, c'est que dans la décision de Sharm el-Sheikh sur les pertes et dommages, il y a bien inscrit qu'il faut des ressources nouvelles et additionnelles qui complètent celles dont on a besoin pour l'adaptation et pour soutenir la transition énergétique dans les pays pauvres.
dans tous les cas, et ça a aussi déjà été évoqué, c'est que ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un problème d'argent, même si on parle de centaines de milliards. Et là, si on regarde les 100 milliards qui ont un peu, je trouve que cette promesse des 100 milliards, à vrai dire, moi, je trouve que c'est un peu la grande oubliée de cette COP. On est vraiment très content des avancées sur les pertes et dommages. Sur la fin des énergies fossiles, c'est catastrophique ce qui s'est passé lors des dernières heures de la COP. Mais on trouve aussi, ça, même dans la couverture médiatique, par exemple, c'est pas trop ressorti, c'est que cette question des 100 milliards, on a l'impression qu'on risque de l'oublier. Encore l'année dernière, on parlait de 2023 pour enfin honorer cette promesse. Maintenant, plus personne parle de 2023. Et c'est vrai que c'est surtout les États-Unis qui devraient, en théorie, combler les 16 milliards qui nous manquent pour atteindre les 100 milliards. Mais bon, ils ne vont pas le faire. Je pense que c'est une responsabilité collective et aussi de l'Europe, là, de trouver ces 16 milliards. Alors, 16 milliards, à nouveau, ça, bien évidemment, c'est un chiffre énorme pour un citoyen lambda. Mais juste pour donner un ordre d'idée, c'est que là, par exemple, avec ça s'appelle, je crois, officiellement la contribution solidaire, mais en gros, ce mécanisme de taxes sur les super profits que l'Union européenne a mis en place, elle estime qu'on va pouvoir lever à peu près 140 milliards d'euros par an. Donc, en gros, il nous faudrait 10% de ces revenus pour enfin honorer cette promesse. Et voilà, c'est pas juste la question de honorer les promesses, de aussi restaurer la crédibilité de l'Europe comme leader sur les questions climatiques, mais c'est bien évidemment de l'argent qui manque tous les jours sur le terrain. Autre chiffre, c'est qu'on a déjà parlé de tous les lobbyistes qui étaient à la COP. En 2021, les subventions des États aux énergies fossiles ont encore augmenté de manière assez importante. On est maintenant à 440 milliards de dollars par an. Et juste pour le G20, si on regarde juste les plus grandes économies, on est à 190 milliards. Donc, à nouveau, il suffirait de couper ces subventions de 10% et pouf, on aurait déjà comblé cet écart qui nous manque pour atteindre les 100 milliards. Et voilà, la question va devenir encore plus pressante vu que maintenant, il faut aussi trouver les financements pour les pertes et dommages. Et je pense que là, en effet, se pose la question qui va au-delà de la COP, donc du commerce, mais aussi de l'instauration de taxes pérennes fléchées vers le climat. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup d'être revenu sur cette question qui est, on le voit quand même compliquée, des pertes et dommages, sur la difficulté de définir des critères, de savoir quel pays peut financer ces fonds et surtout sur la difficulté d'atteindre les objectifs fixés puisque ça fait 13 ans, comme tu disais, qu'on doit avoir 100 milliards par an. Ces objectifs ne sont toujours pas honorés et on a même certaines ONG qui estiment qu'en fait ces 100 milliards ils sont bien en dessous de ce qu'il faudrait, puisqu'il faudrait entre 400 et 500 milliards. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue sur toutes ces difficultés. Et du coup, on va finir notre tour de table des différents intervenants avec Hélène Lagoutte. Donc toi, tu es notre 4e intervenante et tu étais présente à la COP27 en tant que déléguée des Global Greens. Et du coup, on aimerait en savoir un peu plus sur les conditions d'accueil de cette COP. Évidemment, l'Égypte a utilisé cette COP pour redorer son image, pour se faire un petit peu de la pub à l'international, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit un très bon élève, notamment sur le plan environnemental, notamment parce que du coup, l'Égypte construit une nouvelle capitale en plein milieu du désert qui n'est pas vraiment écologique. L'Égypte est aussi en train de signer un protocole d'accord avec l'Union européenne pour augmenter les exportations de gaz, notamment du coup, en Europe. Et il y a aussi des problématiques en Égypte sur les questions démocratiques. Il y a certaines ONG qui estiment qu'on a 60 000 opposants manifestants au régime qui sont incarcérés dans des prisons. C'est un pays qui occupe la 168e place sur 180 au classement des libertés de la presse. Donc voilà, c'est pas très réjouissant, mais les choses risquent pas non plus de s'arranger l'année prochaine puisque la COP est prévue à Dubaï.
Du coup, ça nous intéresse, ouais, puisque tu étais sur place, d'avoir un peu le regard que tu as eu là-dessus et comment l'Égypte a profité de cette COP pour redorer son image. Ok, merci beaucoup Clovis. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, super. Oui, donc, écoute, merci pour l'invitation, merci pour cette question. Alors, en ce qui concerne l'Égypte, donc comment l'Égypte a pratiqué cette COP, donc déjà, je voudrais rappeler ce Ronan a évoqué rapidement, c'est comment sont choisis les lieux des COP. Les lieux des COP, ils sont choisis. Il y a une présidence qui est tournante chaque année. Donc, en fait, c'est un ordre qui est défini entre 5 groupes régionaux. Il y a Afrique, Asie-Pacifique, les Amériques, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Et donc, ça tourne. Voilà. Et donc, en fait, chaque groupe se met d'accord en interne pour sélectionner un pays qui sera candidat. Voilà. Et donc, il faut que ce soit un pays qui a les moyens d'accueillir une COP, parce que c'est pas rien pour y avoir été, c'est vraiment un événement très impressionnant. Il faut accueillir 40 000 personnes, il faut avoir pour ça des infrastructures, des moyens humains, financiers, des centres de conférences, des équipements, de la sécurité, de la communication, enfin, il faut avoir un budget et des moyens très importants. Voilà. Et donc, cette année, l'Égypte a été choisie pour la COP africaine. Elle s'est présentée comme candidate et c'était le tour de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Égypte, on va dire, a accueilli la COP cette année. Alors, la controverse sur le fait que c'était en Égypte. Donc oui, c'est un problème, c'est un vrai problème d'accueillir cette COP en Égypte, puisque l'Égypte est une dictature. Depuis 2014, elle est gouvernée par le général Sissi. Il n'y a pas de liberté d'expression, il y a des arrestations arbitraires, il y a des prisonniers politiques, des tribunaux militaires, la torture est une pratique quotidienne. Le gouvernement peut décréter des couvre-feux, les écoutes téléphoniques sont légales, les manifestations sont interdites. Et comme tu l'as dit, Clovis, aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 60 000 et 100 000 prisonniers dans les prisons égyptiennes, c'est-à-dire un Égyptien sur 1000. Donc, c'est pas rien. Il y a aussi de très nombreux exilés. Voilà. Vous avez probablement entendu parler, juste avant la COP et pendant la COP, de ce fameux prisonnier politique qui s'appelle Alaa Abdel Fattah, qui avait été très actif pendant qui a été une icône en fait de la révolution de 2011, là, qui a provoqué le départ de Moubarak d'Égypte. Et là, il a été condamné donc en décembre 2021 à 5 ans de prison pour avoir tweeté contre des tortures. Il a été condamné sans possibilité de faire appel. Et donc, il fait une grève de la faim depuis le mois d'avril. Et donc, on en a beaucoup entendu parler. Et pendant la COP, on a eu aussi des infos indiquant qu'il allait très mal. Voilà, et donc ça, si vous voulez, ça a encore remis sur le tapis en pleine COP le fait qu'on était en train, nous tous, là, de vivre, de discuter, de manger sur le sol égyptien, qui est une dictature terrible. Voilà. Si on ajoute à cela le sponsoring de Coca-Cola, le fait que la COP s'est tenue au Lamborghini Convention Center, si on ajoute à ça la caractéristique même de Sharm el-Sheikh, qui est une ville 100% touristique, faite de routes 5 voies, d'hôtels 5 étoiles avec des piscines de 50 mètres, des palmiers, des greens de golf. Enfin, si on ajoute vraiment tout ça, on se dit effectivement, ce choix de l'Égypte, c'est un choix vraiment discutable, voire condamnable. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a eu beaucoup d'appels au boycott avant la COP. Il y a eu en particulier, vous savez, Naomi Klein qui a écrit un grand article dans le Guardian en expliquant pourquoi est-ce qu'il fallait boycotter la COP. Alors, il y a eu aussi, vous savez, que le Parti vert égyptien existe. Ce sont nos collègues d'Égypte. Il est mené par Mohamed Awad. Et donc, ils ont boycotté également la COP. Donc, il était là, il était à Sharm el-Sheikh. Mohamed, on l'a vu plusieurs fois, mais il n'a pas eu son badge d'accès à la COP. Voilà. Il y a eu aussi un appel au boycott par Greta Thunberg, mais ça, elle l'a fait pour des raisons qui ne regardent pas tellement la caractéristique politique de l'Égypte. Voilà. Alors ensuite, est-ce que l'Égypte, c'est un pays, est-ce qu'ils en ont profité pour redorer leur image écolo? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'écologie? Est-ce que c'est un pays écologiste? Alors, non, c'est pas un pays écologiste, mais oui, parce qu'en fait, ils vont quand même se prendre en pleine face le changement climatique, c'est sûr. Donc, ils vont devoir faire face. Alors, on dit que pour eux, on dit pour l'Égypte, ce sera 3,7 degrés en 2100. Ce n'est pas un 5,2, ce n'est pas les 2,8 de la trajectoire pessimiste. Eux, c'est 3,7. Donc, eux, avec le réchauffement climatique, ils vont se le prendre en pleine figure. Déjà, aujourd'hui, ils ont un problème majeur, c'est l'eau. C'est leur problème principal en Égypte. Ils ont un assèchement du Nil qui leur amène 99% de leur eau quand même. Ils ont un problème aussi avec un barrage qui va se situer en amont, là, en Égypte, le barrage Renaissance, qui va quand même amenuiser les flux d'eau en Égypte.
Ils ont un problème de salinisation d'eau de mer qui est très important. Et aussi, ils ont de salinisation des eaux du Nil important. Puis ils ont aussi un problème de montée des eaux. En particulier, on dit qu'Alexandrie, à moyen terme, va disparaître. Donc, ils ont un gros problème avec le changement climatique. Donc, ils vont être obligés de s'y mettre. Voilà. Et ils ont un plan. On a vu à la COP plusieurs fois la ministre de l'Environnement égyptienne, qui s'appelle Jasmine Fouad, et qui a quand même parlé de ces programmes qui sont déjà lancés. Ils sont très, très actifs sur le retraitement des eaux usées, sur aussi la création d'un nouveau bassin agricole à l'ouest du Nil. Ils sont très actifs sur la désalinisation d'eau de mer et aussi sur la gestion des déchets. Puisque vous savez qu'en Égypte, il y a encore 50% des gens qui jettent leurs ordures dans la rue. Voilà. Donc, il y a un plan actif là-dessus. Il y a aussi évidemment un plan très important de développement de l'énergie solaire. Voilà. Donc, non, ce n'est pas un pays écolo, mais il va être obligé de s'y mettre. Et visiblement, il y a quelques petites actions. Alors, mais quand même, juste peut-être pour terminer, ce n'est pas un pays écolo. Enfin, il faut quand même se le dire. Ce sont des gros producteurs de gaz à effet de serre en particulier. Vous savez qu'ils sont des gros producteurs de gaz. Ils ont découvert en 2015, dans le champ qui s'appelle Al-Zor, qui est au nord d'Alexandrie, dans la Méditerranée, une immense réserve de gaz. Ça fait de la 18e réserve mondiale. Ils ont 40 ans de réserve de gaz à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ils ont du gaz et ils s'en servent. Et ils veulent même l'exporter. Et enfin, ils disent qu'ils veulent faire de l'électricité solaire, mais enfin, ils veulent faire de l'électricité solaire pour faire de l'hydrogène et pour pouvoir l'exporter dans les pays du Nord. Donc, si vous voulez, non, ce n'est pas un pays écolo. Après, l'Égypte, ils ont 2 millions de nouveaux habitants par an. Donc, ces gens, il faut les alimenter, les loger, il faut leur faire des villes, il faut leur faire des infrastructures. Donc, ils sont face, au niveau environnemental, à une situation qui est complexe à gérer quand même. Voilà. J'ai fini mon temps. Est-ce qu'il me reste 1 minute pour parler de l'impact écologique de la COP? Vous m'avez posé la question. Ouais. Bon, alors, Ronan, tu as pris ça en disant ouais, c'est beaucoup mieux que de faire des one-to-one partout dans le monde. Bon, on a beaucoup écrit là-dessus. Je veux dire, les 33 000 participants de la COP, là, ils sont tous venus en avion. Il n'y a pas de moyen de venir autrement. C'est au bout du Sinaï. Donc, ouais, il y avait quand même 33 000 voyages en avion. Il y a eu des dépenses énergétiques folles sur la COP. C'est la clim. La clim, ça paraît être un détail, mais ça a eu lieu dans un bâtiment qui a été, par exemple, construit à 80% exprès pour la COP et qui, je ne sais pas à quoi il va servir par la suite. Donc, il y a eu des dépenses énergétiques folles pour la faire venir. Et puis, en revanche, il y a eu quand même des choses assez intéressantes. Ils ont mis en place un système de transport en commun gratuit et électrique exprès pour la COP. Il y avait des bus, c'était très bien fait. Et visiblement, ce système va rester en place. Voilà. Donc, alors, effectivement, ces COP, c'est une débauche énergétique impressionnante. Mais bon, la e-diplomatie, ça ne marche pas, on le sait. Et pour négocier des accords climat, il faut se voir, il faut se parler longtemps. Donc, de toute façon, ce n'est pas faisable en mode remote. Donc, c'est le moins mauvais des systèmes. Peut-être ce qu'on peut faire quand même, c'est que les pays hôtes des COP s'engagent à compenser les coûts écologiques des COP, comme l'avait fait par exemple le Danemark pour Copenhague. Ça, ce serait une bonne idée. Et aussi, surtout, il faut que les pays qui sont hôtes des COP s'engagent à respecter les droits humains. Ça me paraît extrêmement important, c'est que ça fasse partie de la charte des pays hôtes de la COP de s'engager fermement à améliorer le respect de leurs droits humains. Ça me paraît aussi très important. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour cet éclairage sur les conditions en Égypte et puis ce regard un peu pas déprimant, mais quand même négatif sur les impacts écologiques des COP. Réaliste, voilà, exactement. Du coup, on va finir un peu ce petit tour de table avec Emeline qui va vous poser à chacune quelques petites questions, notamment sur la COP elle-même. Donc, à toi, Emeline. Alors, bonsoir tout le monde. On l'a vu, c'est un sujet évidemment sérieux. Mais la COP, ce sont aussi des anecdotes parfois décalées. Alors, j'ai préparé 3 questions pour nos intervenantes et intervenants pour savoir ce qui les a marqués. À la COP 27, qu'est-ce qui a été le plus dur à avaler? Est-ce que c'est l'eau payante, le coca gratuit ou le pétrole et ses lobbyistes? Alors, qui veut commencer à répondre? Moi, c'est le fait de ne pas être filé. Vas-y, Ronan, il a levé la main sagement, je t'en prie. Oui, alors, je n'avais pas entendu le premier. Est-ce que c'est l'eau payante, le coca gratuit ou le pétrole et ses lobbyistes qui ont été le plus dur à avaler?
Alors, en fait, je ne m'étais pas aperçu que le coca était gratuit. Du coup, j'ai acheté de l'eau. Il Alors, parraine l'événement. Hein. ça aurait été bien de me prévenir avant que j'arrive quand même. Alors, Coca-Cola était quand même beaucoup moins présent en visuel que ce qu'on avait annoncé. C'est plutôt Vodafone qui fournissait les puces, voire les logiciels espions, parce que dans les grands gags de la COP, c'était quand même les logiciels espions des systèmes, ce qui fait que beaucoup de délégations nationales avaient une interdiction absolue de se connecter avec quoi que ce soit en lien avec la COP, ce qui quand même pour un moment onusien pose quand même des questions assez extraordinaires, mais je peux témoigner que les délégations étaient extrêmement inquiètes du fait que tout était enregistré et sous surveillance. Donc, non, moi j'ai trouvé que le public de la COP était quand même un public attentif et qui avait envie de débattre. Alors, évidemment, après, c'est toujours pareil. Je ne suis pas allé obligatoirement au pince-fesses des lobbyistes des énergies fossiles. Donc, je suis allé voir des copains qui racontaient des choses intéressantes sur la biodiversité, les villes et les énergies renouvelables. Mais quand même, il y avait une énergie, y compris une énergie africaine assez forte. Les pavillons africains étaient très présents sur cette COP. Alors, c'était la COP de l'Afrique, effectivement, mais je trouvais qu'il y avait une belle énergie à ce niveau-là. Donc, moi, j'en retiens ça, même si on l'a dit, mais je finirai là-dessus parce que je dois passer sur une autre réunion. Les derniers chiffres sont très inquiétants sur l'Afrique et les renouvelables. Autant il y a un développement massif des renouvelables dans le monde, en Chine, en Europe, en Amérique, autant les chiffres sur l'Afrique sont catastrophiques et il y a un vrai risque de décrochage énergétique de l'Afrique à partir du moment où on ne leur finance plus les centrales charbon, ce qui est logique d'un point de vue climatique, mais si on ne leur finance pas derrière l'alternative au charbon, le développement africain est encore plus menacé aujourd'hui. Je finis par cette note un peu sérieuse, mais on est dans ce monde-là et je suis vraiment désolé, mais je dois basculer dans la réunion d'après. Maxime, il faut qu'on s'appelle sur ton amendement d'hypothèque. Un grand merci, Ronan. Mais si tu avais le temps, on pouvait te poser rapidement les 2 questions avant que tu partes ou tu dois filer tout de suite. Allez-y très vite. Alors. Comme ça, Emeline, tu lui poses les 2 questions, il répond et puis après, on te lit. Alors, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir avec soi quand on est à la COP? Alors, je vais faire 4 propositions. Est-ce que c'est une batterie de téléphone bien chargée, un carnet de contacts bien rempli, de la diplomatie ou de la ténacité? Il faut d'abord de la ténacité, ça c'est certain, et une bonne résistance au manque de sommeil. À la fois pour suivre les négociations sur les dernières 48 heures, mais aussi des fois, on rencontre quand même des copains. Donc, je ne voudrais pas vous faire croire qu'on ne passe pas quelques moments sympas le soir à traîner. À boire du coca. Ouais, ou autre chose. Et une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudra absolument négocier à la COP28? C'est une grosse question quand même, hein, pour finir. C'est une question sérieuse. Avec une réponse courte. Je pense que Maxime répondra derrière. Moi, je pense qu'on ira à la COP 28, effectivement, peut-être avec une vision plus claire par rapport aux différents événements qui vont s'échelonner durant toute l'année. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'événement finance du président Macron va sauver le monde à lui tout seul, comme il a toujours tendance à nous présenter les événements, mais je pense qu'on aura à la COP28 une vision déjà comment l'OMC voit la taxe carbone européenne. Ça sera un point important de l'évolution de la mondialisation. On aura une idée effectivement de comment les banques de développement, la Banque mondiale, voient leur rôle dans l'avenir. Et puis, on verra si la Chine est prête à un compromis ou si on va vers un bras de fer qui nous fera perdre quelques années. Mais je ne pense pas que les Européens lâcheront maintenant sur le fait d'amener la Chine dans le partage de l'effort et pas de les considérer comme un pauvre petit pays en développement qu'ils ne sont plus. Merci. Merci, Ronan. Et bien, du coup, sur la première question, je vais jumper sur
sur Maxime, parce que quand on s'est eu au téléphone, on a discuté justement sur le pétrole et sur les lobbies qui étaient présents. Et tu m'as dit qu'effectivement, c'est difficile d'avoir des chiffres vraiment d'estimer combien de lobbies sont présents. On parle de hausse considérable, mais est-ce que c'est le cas ou pas? Et du coup, tu répondrais quoi à la première question sur le plus dur à avaler? Pour moi, le plus dur à avaler, Ah si, ça marche. Pour moi, le plus dur à avaler, c'était de ne pas y être et de devoir suivre de loin, ce qui est jamais simple. Donc voilà. Après, sur les lobbyistes de l'énergie, je n'ai pas la même réponse que Ronan, qui consiste à dire s'ils sont là, c'est qu'ils craignent pour leur existence et donc du coup, c'est mieux qu'ils soient là plutôt qu'ils ne se désintéressent de la COP. J'ai deux éléments. La première, c'est que c'est toujours difficile de savoir qui est lobbyiste, qui ne l'est pas, parce qu'ils se cachent partout, y compris dans les délégations des pays. Et donc, par exemple, c'est compliqué de savoir dans la délégation de l'Arabie Saoudite qui est lobbyiste pétrolier et qui ne l'est pas, puisque l'ensemble du pays bataille sur cette question-là pour ne pas avoir de décision qui soit prise sur les énergies fossiles. Et le deuxième élément, c'est que de mon point de vue, cette question des lobbyistes des énergies fossiles, elle est, je vais le dire comme ça, plus importante pour le débat public à l'extérieur de la COP que pour la réalité des négociations à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il n'y avait jamais eu de lobbyistes des énergies fossiles dans les négociations climat, je pense que peu ou prou, on en serait à peu près à la même situation aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de camarades qui me diraient qu'il ne faut pas que je dise ça publiquement, mais je pense que c'est la réalité. Par contre, aujourd'hui, les sortir de la COP et expliquer qu'il faut démanteler cette industrie-là et que donc, du coup, il faut s'assurer que de la même manière qu'on s'est assuré que les industries du tabac ne sont pas au sein de l'Organisation mondiale de la santé lorsqu'on débat des politiques de lutte contre le tabagisme, eh bien, sortir les lobbies fossiles de la COP aujourd'hui, ça fait partie de la bataille à mener, qui est une bataille politique, qui est une bataille d'hégémonie culturelle, qui est une bataille, voilà, et les sortir de la COP, ça nous ferait progresser dans cette bataille auprès de l'opinion publique pour montrer qu'il y a des responsables à la crise climatique. Mais du point de vue de la négociation propre, à partir du moment où vous aurez de toute façon l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Chine, les États-Unis, le Canada, la Norvège au cœur des négociations, voilà, on ne sortira jamais des intérêts des producteurs d'énergie fossile de la COP en tant que telle. Ouais, merci Maxime. Bon, tant que je t'ai sous la main, tu peux répondre aux deux autres questions si tu as encore en tête. Emeline, peut-être tu peux les rappeler. Alors, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir avec soi quand on est à la COP? Est-ce que c'est une batterie de téléphone bien chargée? J'avais pensé au Wi-Fi aussi, l'anecdote de Vodafone. Là. Un carnet de contact bien rempli, de la diplomatie ou de la ténacité? Les quatre. Plus une pomme. Ou une barre chocolatée. Je le note. Quelque chose pour manger. Et enfin, la dernière question, selon toi, qui est l'une des plus importantes, qu'est-ce qu'il faudra absolument négocier à la COP28? La COP28 doit faire la démonstration que les rares mécanismes qui sont prévus dans l'accord de Paris pour tenter de pousser les États à réévaluer régulièrement leurs contributions nationales, leur plan climat, pour les rendre plus ambitieux, il va falloir qu'on va voir si ça fonctionne. Parce que la COP28 doit faire le premier bilan global de l'accord de Paris, de sa mise en œuvre et tout cela, mais également donc, sur tous les points de vue. Je ne sais pas vraiment quelle forme ça va prendre, mais pour moi, c'est un crash test assez décisif et je suis assez sceptique dans la capacité de la COP elle-même à faire une démonstration que ce qu'on nous a raconté comme petite histoire au moment de l'accord de Paris, cette fameuse prophétie autoréalisatrice, et bien que ça fonctionne réellement, même ne serait-ce qu'un petit peu. Donc voilà, mais c'est un crash test de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Merci Maxime. Et je me tourne vers toi, Frédéric. Du coup, si aux trois questions, quelles seraient tes réponses? Est-ce que tu les as en tête ou tu veux qu'on te les redise? Alors, j'en ai oublié une. On peut les mettre peut-être dans le chat, comme ça tout le monde les a. Hein. Parfait. Alors déjà, moi, je ne suis pas allée à la COP. Donc, j'ai pu bénéficier de mon eau de robinet.
Parce qu'en fait, on a fait le choix que c'était pour nous, en effet, un investissement trop important. C'était extrêmement cher et on a décidé du coup de suivre les négociations depuis Paris et là où sont basés mes collègues. Sur la question des lobbyistes, on ne va pas pouvoir en effet les sortir des COP, mais moi, ce que je trouvais quand même impressionnant cette COP, c'est que visiblement, il y a eu beaucoup plus de lobbyistes que d'habitude et qu'en même temps, on l'a aussi, Hélène nous l'a rappelé, il y a des militants qui étaient sur place qui ne pouvaient pas entrer, d'autres qui n'y sont pas allés par manque de moyens. Donc, je pense que la question se pose maintenant encore plus, vu que voilà, l'Égypte est loin, c'est forcément plus cher, c'est pas adapté sur le plan pratique pour accueillir une COP et aussi avec ces questions de politique. Et de droits humains. Et donc, je pense que ça pose quand même question, même si je suis d'accord avec Maxime, probablement, je veux dire, les lobbyistes, on parle de qui exactement? La grande question, c'est certains gouvernements. Et moi, ce que je trouvais assez impressionnant, c'est que on a vu que notamment un gouvernement, l'Arabie Saoudite, mais bon, il n'était pas seul, a pu vraiment encore changer le texte un peu à la dernière minute. Et ceci, malgré des développements intéressants par ailleurs. Donc, par exemple, l'Inde, qui n'était pas contente que l'année dernière, on avait trouvé un accord sur la sortie du charbon. Ils se sentaient particulièrement visés parce qu'ils sont très dépendants du charbon. Eux, ils ont fait, en fait, ils ont un peu lancé la discussion cette année pour avoir un texte sur la sortie de toutes les énergies fossiles, donc aussi pétrole et gaz. Donc, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Et du coup, je vais directement répondre à la troisième question, c'est que à quoi est-ce qu'on doit s'attendre à la prochaine COP? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant la prochaine COP. Donc, on a parlé des pertes et dommages. Il y a un processus qui est lancé. Le travail doit commencer maintenant. Et on peut espérer qu'on arrive à la COP avec déjà des choses bien ficelées. Donc, avec des mécanismes concrets, avec déjà des contributions, etc. La question de la taxe carbone, des choses comme ça, là aussi, j'espère qu'il y aura un accord avant. Alors, est-ce que ça va être à l'OMC ou est-ce que ça va être un accord politique? On aura le G20 en Inde. Alors, j'ai envie d'être un peu optimiste ce soir. C'est quand même intéressant comment l'Inde s'est positionnée lors de la COP. Peut-être, voilà, les choses vont bouger à ce niveau-là. Ronan a mentionné le sommet financement que le président a annoncé. Alors, on n'a pas forcément besoin d'un autre sommet, mais je trouve que c'est intéressant comme échéance parce que il faut avoir en fait un échéancier plus rapproché que d'attendre toujours un an jusqu'à la prochaine COP. Donc, c'est pas mal d'avoir quelque chose à mi-part ou à mi-chemin et aussi d'avoir quelque chose au niveau des chefs d'État pour, par exemple, ça a été mentionné, faire bouger enfin les banques multilatérales comme la Banque mondiale. Ça, c'est un énorme enjeu. Ça ne va pas se faire sans une pression politique. On l'a bien vu avec les polémiques autour de David Malpass qui dirige la Banque mondiale et on peut avoir des doutes sur son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Donc pour ça, c'est quand même bien d'avoir une échéance en juin. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant. Et du coup, j'avais oublié une question, je reviens en arrière. Que faut-il avoir oui. Alors, absolument de la ténacité. Je trouve que, je veux dire, c'est tout suivre ces négociations onusiennes. D'ailleurs, moi, j'ai suivi aussi le G20, c'est déprimant, il faut le dire. Mais il faut aussi reconnaître que des fois, il y a des choses qui bougent. Et vraiment, c'est qu'il y a très, très peu de personnes, je pense, qui pensaient qu'on allait pouvoir avancer autant sur cette question des pertes et dommages. Ça a duré plus de 30 ans.
Et là, enfin, les choses bougent. Donc, voilà, il ne faut jamais baisser les bras. Merci Frédéric. Et Hélène, du coup, c'est toi qui clôture le bal sur les 3 questions. Alors, tu as déjà dénoncé l'impact écologique, donc on imagine que tu ne vas pas choisir le coca gratuit, ni l'eau payante. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais faire très vite parce que pour laisser un peu la parole aux auditeurs. Qu'est-ce qui a été le plus dur à avaler? Ben oui, l'eau payante, quoi. Déjà, l'eau, elle était payante la première semaine, mais ça a tellement râlé que finalement, la deuxième semaine, l'eau était gratuite. Mais c'était quand même la première semaine, c'était vraiment dur à avaler. Le fait de donner de l'argent à une dictature pour boire de l'eau, ça vraiment, c'était quand même vraiment dur. Et plus généralement, sur l'eau payante, ce qui est vraiment dur à avaler, c'est qu'un tel pays qui accueille des milliers de touristes, qui a des moyens démesurés pour explorer, exporter du gaz, ils n'ont même pas un réseau d'eau potable. On ne peut pas boire l'eau du robinet. Ça, c'est vraiment dur. Et c'est vraiment, à mon avis, quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc ça, l'eau payante. Voilà, c'était le plus dur à avaler. Qu'est-ce qu'il faut avoir là-bas quand on est... Alors, moi, je dirais, j'insisterai sur un carnet de contact. Je m'explique. J'ai été époustouflée par la qualité des comptes rendus des ONG. Un carnet de contact, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, j'ai réussi à identifier les 2 excellentes ONG qui faisaient des newsletters quotidiennes sur tout ce qui s'était passé dans la journée précédente. Et c'est vraiment un travail incroyable d'une précision, d'une complétude qui est vraiment géniale. Il y avait la lettre quotidienne du CAN qu'il faut lire tous les matins, qui s'appelle Eco News, du Climate Action Network. Et il y avait aussi tous les matins le Carbon Brief, qui est un site qui mettait à jour tous les matins les infos sur ce qui s'était passé la veille. Et donc, avoir un carnet de contact, c'est très important, c'est-à-dire savoir identifier les choses qu'on doit lire, qu'on doit comprendre, qu'on doit savoir. C'est essentiel, sinon on peut être perdu dans un événement qui peut ressembler à un immense salon professionnel. Donc ça, c'est très important d'avoir bien identifié qu'est-ce qui est important de savoir et qui en est la source. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra absolument négocier à la COP28? Je manque d'expérience. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit Maxime et Frédéric. Et je suis assez sensible au stock take, à la question du fait que chaque pays vienne présenter la mise à jour de ses contributions nationales, ses objectifs en termes de contribution nationale, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Très important pour moi. Merci. Eh ben, c'est moi qui vous remercie pour vos réponses à mes questions qui étaient décalées et des réponses qui ont apporté encore plein d'éléments et plein d'informations. Je repasse la parole à nos 2 animateurs, animatrices. Oui, merci à toutes et à tous. Du coup, juste un petit mot pour vous remercier. Et c'était vraiment intéressant d'avoir ce point de vue un peu qui nous permettait d'avoir un point de vue un peu plus rationnel sur les COP. Comme disait Maxime au début, le fait qu'il ne faille pas forcément tout attendre des COP, que ce sont des instruments institutionnels qui peuvent apporter de petites avancées. Mais on l'a vu notamment avec Hélène, les problèmes qu'il peut y avoir notamment sur place et le manque d'avancées qu'on peut avoir sur les énergies fossiles. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir ce double point de vue et de prendre un peu de hauteur après cette COP27 en Égypte qui était quand même assez particulière. Et du coup, moi, juste un petit mot de conclusion. Du coup, là, je vais prendre ma casquette un peu plutôt de jeune écologiste pour dire qu'évidemment, il y a ces batailles institutionnelles à gagner lors des COP. Il faut déjà préparer la prochaine l'année prochaine. Il faut garder espoir qu'on peut quand même avoir des petites avancées, notamment pour des pays dans ces COP. Mais évidemment, entre-temps, c'est important de se mobiliser. Il y a déjà plein de gens, plein de jeunes notamment qui se mobilisent entre-temps. Évidemment, les mobilisations, il faut qu'elles soient réinventées. Bon, on avait des marches climat, les marches climat, ça fonctionne un petit peu moins, mais on le voit depuis quelques mois, depuis quelques semaines, il y a d'autres formes de mobilisation qui émergent. Évidemment, il y a eu les traits médiatiques lancés de sauce tomate sur les tableaux. Il y a des gens qui bloquent des routes. Il y a des gens qui se mobilisent évidemment contre les méga-bassines. Il y a plein de mobilisations, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle médiatique, qui peuvent avoir lieu, donc c'est important de les soutenir. Et voilà, donc il y a ces batailles institutionnelles évidemment à mener dans les COP, et il y a évidemment la bataille des idées, la bataille de l'opinion à gagner. On le voit, c'est de plus en plus difficile. Si on regarde un peu les unes ces dernières semaines des médias sur l'écologie ou même sur la COP, on qualifie toujours les militants, les activistes plutôt d'hurluberlus, de fous, d'irrationnels, de bouffons. Donc on a vraiment cette bataille culturelle à gagner. Donc voilà, mobilisons-nous. Et je crois qu'on a quand même un petit peu de temps pour prendre au moins une question, on me dit dans l'oreillette. Donc on a quelques questions qui ont été posées dans le chat, et on en a notamment une
de Mohamed qui nous dit que d'une conférence à l'autre, on ne trouve vraiment pas de solution fiable à ces problèmes et qui demande du coup que faites-vous avec les 8 milliards de personnes à venir et donc la consommation qui va s'accroître de plus en plus. Il dit on continue à polluer surtout que partout des mines sont en activité, notamment en Afrique. Parlons-nous toujours des énergies renouvelables? Donc il y a cette question intéressante de la population. Et ça, je pense que c'est aussi un combat qu'on a du mal à gagner, une bataille un peu de l'opinion, puisqu'on a souvent tendance à penser que ça serait la surpopulation qui serait le problème qui serait la source des problèmes climatiques. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de vous entendre là-dessus. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Moi, j'ai une réponse extrêmement simple à faire. On a un vrai problème de population en lien avec le climat. C'est le milliard de riches sur la planète. Il y a deux options. Les éradiquer de la planète. À vous de voir, parce que ça nous concerne un petit peu. Ou tenter de réduire leur mode de vie de manière plus progressive. C'est sous forme de provocation, mais le fond de l'histoire est là quand même. Et que la meilleure des choses qu'on ait à faire pour effectivement tenter de contenir, parce qu'il y a un vrai souci effectivement de démographie générale à l'échelle planétaire, c'est d'investir les quelques milliards d'euros qui sont nécessaires et qui ne sont pas investis aujourd'hui sur l'éducation des jeunes filles, des jeunes enfants en général, et la mise à disposition, l'éducation en général et les premiers besoins en termes de santé publique partout dans les pays pauvres. Et ça coûte rien du tout en fait. Et c'est sans doute ce qu'on a de mieux à faire, à la fois du point de vue de la démographie, du point de vue de la lutte contre les inégalités, du point de vue de l'amélioration des conditions de vie, et sans doute également pour faire de l'éducation à grande échelle en matière d'environnement et d'écologie. Merci Maxime. Si quelqu'un souhaite compléter, sinon on a une autre question. On peut en prendre une dernière qui est relative aussi aux énergies fossiles de Frédéric qui dit que la sortie des énergies fossiles passe par une baisse de la demande et c'est à nous, citoyens, de baisser ce que nous maîtrisons, c'est-à-dire notamment nos transports, comment accélérer l'action collective. Et donc, effectivement, c'est vrai que souvent, on demande les fameux éco-gestes auxquels ce gouvernement nous exhorte. On sait très bien qu'ils ne seront pas suffisants seuls pour endiguer la crise. Et donc, comment on accélère cette action collective? Qui souhaite répondre? Hélène? Ouf. Alors, j'étais en train de me dire que c'était difficile pour moi de synthétiser les idées que je pouvais avoir. En revanche, ce que j'aimerais bien dire, puisqu'on parle de la COP, c'est que j'ai été assez époustouflée par le fait que cette question de sobriété n'était pas très évoquée. Et cette question de modification des comportements et des questions autour de la consommation et tout ça, qui sont des questions qui ont émergé de plus en plus en France, ne sont pas présentes du tout. Du tout. Voilà, et ça m'a surpris. Et je laisse la parole à quelqu'un d'autre pour les remèdes miracles pour diminuer nos consommations. Alors, je ne suis pas non plus experte de la consommation énergétique en France. Ça, c'est un point de vue totalement anecdotique. C'est que, Hélène, toi, tu disais que les sujets de sobriété n'étaient pas présents à la COP. Moi, j'ai vécu longtemps en Allemagne. Ça m'étonne toujours de voir à quel point nous, on pourrait faire... avec assez peu de choses, en fait, on pourrait réduire de manière assez importante notre consommation énergétique chez nous. Et je pense que c'est aussi probablement une question de politique publique, mais je ne suis pas experte là-dessus. Par contre, alors, bien évidemment, tout le monde doit agir à son niveau. Et je dirais aussi, Clovis l'a très bien dit, c'est qu'il faut continuer à se faire entendre. Parce que voilà, c'est fort nécessaire, par exemple, vis-à-vis des lobbyistes qui ont beaucoup plus de moyens. Mais en fin de compte, ce qui va vraiment changer la donne, c'est vraiment de faire changer l'industrie. Donc, il y a en fait, je déteste le dire parce que je trouve qu'il y a toujours plein d'alternatives, mais il n'y a pas d'alternative à la sortie des énergies fossiles au plus vite. C'est surtout quelque chose qui s'adresse à nos industries, etc. Vas-y Maxime, tu souhaitais non, mais juste un mot, parce que si la question porte sur les modes de vie et la COP, il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. En 1992, au moment du sommet de Rio, et au moment où se met en place donc, du coup, le processus qui va
entraîné l'organisation des COP chaque année, et donc du coup ce qui s'appelle la Convention 4 des Nations Unies sur le réchauffement climatique, donc le texte fondateur qui organise les négociations sur le réchauffement climatique. En 1992, on a le président des États-Unis qui intervient publiquement pour dire le mode de vie américain n'est pas négociable, n'est pas l'objet de négociation, ne peut pas être l'objet de négociation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fondateur et marquant et qui va rester et qui est en fait d'une certaine façon inscrit dans les négociations climatiques internationales, parce que le texte dont je viens d'évoquer exclut toute possibilité pour les négociations climatiques d'intervenir aussi bien sur les modes de consommation que les modes de production. Ce n'est pas négociable. Il ne peut pas y avoir de décision prise à la COP qui contreviennent aux règles qui organisent l'économie mondiale, que sont les règles de l'OMC. Et ça, il faut l'avoir clairement en tête. Et ça, c'est fondateur. Enfin, pour le dépasser, ce sera extrêmement compliqué. Et donc, du coup, derrière, parler de sobriété énergétique, parler des modes de vie, eh bien, nécessairement, on se trouve nécessairement confronté à des questions et à des mesures qui vont entrer en interaction avec ces règles qui organisent l'économie mondiale. Et tout cela n'est pas uniquement pour des mauvaises raisons. C'est qu'il faut comprendre pourquoi la question énergétique ou la question des modes de vie et des modes de consommation n'a finalement jamais été à l'ordre du jour des COP. C'est aussi parce que c'est le résultat d'une victoire des pays du Sud. Les pays du Sud ont obtenu, à travers la délocalisation et le développement de l'ONU dans les années 80 et 90, le fait que leurs choix nationaux, y compris des choix énergétiques nationaux, donc le mix énergétique national, soit de leur seule responsabilité, soit une affaire de souveraineté énergétique. Et pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour qu'on sorte de la colonisation, de l'omniprésence des pays du Nord dans les pays du Sud. Et ça, c'est un acquis historique très important. Et donc là, on est confronté à une question extrêmement difficile, c'est comment on fait pour que des mix énergétiques qui sont donc de nature à toucher précisément à la souveraineté de chacun des États deviennent l'objet de négociations internationales. Et la seule chose qui est trouvée, les fondateurs de ces négociations à travers Rio 1992 et le texte cadre qui organise ces négociations, c'est finalement de ne parler que des émissions de gaz à effet de serre, donc du coup que de ce qui se passe une fois que l'on sort de la cheminée, une fois que ces émissions sont relâchées dans l'atmosphère. Mais tout ce qui est en vent, c'est-à-dire nos modes de consommation, nos modes de production, les soubassements énergétiques et matériels de cette formidable machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale ou que sont les économies nationales, tout cela ne fait pas l'objet de la négociation. Et donc, c'est un problème, mais en même temps, ça vient de réalités qui sont à prendre en compte. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est un défi pour l'avenir. Je ne sais pas si je réponds à la question, je crois que c'était plutôt centré sur les modes de vie en France, mais en tout cas, du point de vue de la COP, c'est ça l'enjeu et c'est quelque chose qui est qu'on arrive difficilement à résoudre. Ben, merci Maxime pour cette réponse très complète. Malheureusement, on va devoir rendre l'antenne, comme on dit, puisqu'on a largement débordé sur le temps. En tout cas, un grand merci à nos invités qui ont répondu présent à notre invitation. Moi, je retiendrai que, comme l'a dit Ronan, la COP, c'est probablement le pire système à l'exclusion de tous les autres, mais on a quand même démontré ce soir l'importance des COP, même si on arrive à obtenir des petites victoires au bout de 30 ans ou des années, comme on l'a vu sur la question loss and damage. Donc, on suivra attentivement les suites des négociations et l'année prochaine sera décisive sur cette question. En tout cas, je vous remercie vraiment. Merci aussi à Sophie Niklos, notre petite fée verte qui est derrière à la technique et qui nous a aidés toute la soirée pour prendre les questions. Et un grand merci. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.